Vous pouvez carrément reprendre comme ça, justement, suite à sa question à elle, quoi. Bon, merci d'être venu et voilà, pourquoi vous tenez à témoigner finalement. Je tiens à témoigner tout simplement parce qu'il faut que les choses bougent. Il faut que les autorités comprennent qu'il y a des aberrations en ce moment. On n'est pas protégé. On n'est pas protégé. On nous dit qu'il ne faut pas rester dans un endroit où on est battu. Néanmoins, quand on s'en va, c'est une catastrophe. On ne peut pas, on ne vit plus. On ne vit plus. Non seulement on n'est pas protégé, nos enfants ne sont pas protégés. Et on est arrivé à un point où on attend tout simplement qu'il se passe quelque chose avant de réagir. Et là, c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut protéger les gens avant qu'il se passe quelque chose. Et il faut faire en sorte qu'il y ait des moyens et des structures pour des personnes qui doivent partir avec leurs enfants très très vite, pas les laisser dans la rue au bout d'un moment ou leur dire l'enfant maintenant a 3 ans, c'est terminé, on ne peut plus vous aider. C'est l'État qui aide et on se retrouve dans des situations pas possibles. Moi, j'arrive à comprendre certaines femmes qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas la force de pouvoir partir comme ça, tout simplement en se disant il va se passer quoi? Je pars, je reste. Si je reste à l'endroit où je suis, effectivement, je vais être battue. C'est peut-être moi qui vais mourir, mais l'enfant est à l'abri. Si je m'en vais, mon enfant a plus de 3 ans, je vais me retrouver dans la rue. Et là, c'est moi qui vais faire mourir mon enfant parce qu'il n'y a pas de structure adaptée pour tout ça. Alors, est-ce qu'il est plus valable de mourir que nous ou faire mourir notre enfant? C'est un choix, mais c'est un choix affreux. C'est un choix affreux à faire. Et c'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont dans cette situation, elles sont en train psychologiquement, c'est très difficile. Se dire, on est peut-être en train de faire mourir son enfant. Et si on reste, c'est nous qui allons mourir et que va devenir l'enfant derrière. Qu'est-ce qui se passe chez vous, pour vous? Je suis en ce moment dans cette situation. Donc, je suis partie très très rapidement. J'ai fui parce que je suis battue et maltraitée depuis 2012. Je dépose des plaintes depuis 2012. Des plaintes qui sont à l'heure actuelle toujours pas traitées par le procureur, c'est pas traité. J'ai alerté le juge pour enfants, j'ai alerté les procureurs, j'ai alerté tout ce qui a alerté. Je suis allée jusqu'à envoyer une lettre à l'Élysée. J'ai reçu un retour, qui me dit effectivement, on a pris en compte ce qu'il en est, on transmet votre courrier à qui de droit, mais rien ne bouge. Et à l'heure actuelle, ma fille a plus de 3 ans, et je me retrouve à la rue avec elle, tout simplement parce qu'elle a plus de 3 ans et que le Conseil général ne veut pas, dit jusqu'à 3 ans c'est de notre ressort, après 3 ans c'est le ressort de l'État. Et l'État, il n'y a rien. Donc on nous fait remplir des dossiers, des DALO, on nous dit SIAO, on nous dit vous êtes prioritaire, vous avez tout. Et pourtant, je suis dans la rue parce qu'il n'y a pas de solution. Le 115, il y a du monde à ne plus savoir qu'en faire et il n'y a aucune solution. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis dehors avec ma fille de 3 ans. Qu'est-ce qui se passe depuis 2012 et qu'est-ce qui a changé pour que vous partiez finalement? Mais qu'est-ce qui se passe depuis 2012? Il faut vraiment qu'on comprenne comment ça se passe entre vous et votre conjoint et qu'est-ce qui fait qu'il y a eu tout ce temps où vous avez mûri quelque part en étant femme battue. En 2012, les insultes et les brimades sont venues bien avant. Néanmoins, en 2012, ça a été les coups de trop. Les gifles sont arrivés très très vite, mais bousculade de brimade verbale, c'est passé à bousculade, de bousculade, c'est passé à gifle, de gifle, c'est monté crescendo. Mon compagnon s'est servi de moi pour avoir un enfant, pour obtenir ses papiers français. Et du moment où j'ai
vu ce qu'il en était, il est devenu violent. Parce qu'il voyait que j'avais découvert ce qui se passait. C'est monté crescendo jusqu'en 2014 où il m'a menacé, moi, de mort et d'enlèvement sur la petite. Donc, si il n'obtenait pas, enfin, on ne lui renouvelait pas son titre de séjour, moi, je mourrais et ma fille disparaissait avec lui dans son pays. Qui est ? Le Congo. Et là, j'ai compris que c'était très, très dangereux. Très, très dangereux. Il avait déjà envoyé ma fille aînée dans un mur. C'est quelqu'un d'extrêmement violent. Quand il a dit « je vais te macheter à l'africaine », je savais très bien que c'était pas qu'une menace, c'était réaliste. Je pense il a dû être convoqué à la préfecture. Et je pense que suite à des problèmes qu'il a eu là-bas, il s'en est pris à moi. Et il savait très bien que la petite, c'est ses papiers. C'est ses papiers. Et si la petite, il s'occupe pas il ne connaît même pas sa fille. Il ne la connaît pas. Aujourd'hui, on le met dans une pièce, on lui demande la petite, c'est quoi son repas préféré, c'est quoi son doudou préféré, comment ça se passe à l'école. Il ne pourra pas répondre parce qu'il ne s'en est jamais occupé. Même de bébé, même encore quand j'étais enceinte, il n'est jamais venu à une échographie, il n'est jamais venu chez le médecin. Il n'a jamais été là. Néanmoins, il a demandé ses papiers pour parents d'enfants français. Et il a obtenu au départ. Malheureusement, il ne peut pas, à l'heure actuelle, il ne peut pas justifier du fait qu'il s'occupe de sa fille. Donc il a des soucis avec la préfecture. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, justement, quand l'homme, je reviens plus généralement à la problématique de la femme battue, ou violentée, ou avec violence. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme quand il frappe sa femme? Est-ce que systématiquement, c'est parce que, quelque part, il y a autre chose qui cloche dans sa vie et vous êtes la personne la plus simple à frapper? Qu'est-ce que vous avez analysé au cours? Vous l'avez très bien dit là, il rentre de la préfecture et il vous frappe. En dehors de toute la problématique des papiers, qu'est-ce qui se passe dans l'acte de la violence? Je pense que c'est de la colère qu'il a. Enfin, je ne peux pas parler pour les autres personnes, je ne peux pas parler pour les autres femmes, je ne peux parler que de mon cas. Pour mon cas, c'est de la colère. Il n'est pas arrivé à ce qu'il voulait, il n'est pas arrivé à obtenir ce qu'il désirait. Je suis la barrière qui l'empêche d'obtenir ce qu'il désire. Si moi je ne suis plus là, sa fille il l'a dans les mains, il est tranquille. Donc, pardon. Non. Donc, je pense que c'est vraiment de la colère. Et cette colère, il faut la sortir d'une façon ou d'une autre. Et c'est par les menaces, c'est par les coups, c'est par les injures, c'est par les insultes. Je pense que c'est ça, oui. On est un obstacle à ce moment-là à cet homme. La femme est un obstacle à cet homme pour arriver à ses fins. Et pourquoi ça va crescendo alors? Pourquoi la violence qui commence par l'insulte se termine en menace de mort réelle? Et comment ça va crescendo? Est-ce que les hommes se lâchent de plus en plus au fur et à mesure qu'ils se rendent compte que finalement on peut facilement taper sur sa femme ou quoi? Tout simplement parce que voilà, on est dans le nœud du problème. On n'est pas protégé. Quand on arrive dans un commissariat et qu'on dit voilà, j'ai été insulté. Enfin, les insultes commencent. On dit oui, il était un petit peu énervé, voilà. Quand on prend la première gifle, c'est pareil. On nous dit oui, bon, il s'est un petit peu énervé, on l'a vu, on lui a un petit peu tapé sur les doigts, c'est bon, c'est terminé. Et il voit très bien que si les petites choses au fur et à mesure, même si ça monte, il n'est pas inquiété. Il n'est jamais inquiété. Limite, c'est nous qui sommes responsables. Quand on sort d'un commissariat, on se demande si c'est pas nous les fautifs.
c'est à cause de nous. Vous auriez pas dû dire ça, vous auriez pas dû faire ça, vous auriez pas dû... D'accord? Donc en fait, il faut se taire et tout accepter. Et du moment où on dit stop, non, je ne peux pas accepter que tu m'insultes, je ne peux pas accepter que tu me dises ça, je ne peux pas accepter que tu me mettes une gifle, c'est nous les fautifs. On aurait dû se taire à ce moment-là. On doit se taire, on doit accepter et on n'est pas protégé de l'autre côté. Lui voit très bien le manège et ça monte, et ça monte, et ça monte. Là, à l'heure actuelle, on a terminé, pour ma part, on a terminé par des menaces. Pourquoi? Parce que depuis 2012, il y a des violences aggravées avec des jours d'ITT. Et c'est pas encore pris en compte, ça n'a pas encore été traité. Donc pourquoi il arrêterait? Il n'est pas inquiété. De quelque façon que ce soit, il n'est pas inquiété. Moi, j'ai fui, on a divulgué mon adresse, il est venu, il a pu rentrer et sortir du commissariat sans être inquiété, ne serait-ce qu'une seule minute. Tout ça parce que ces plaintes ne sont pas traitées. C'est inadmissible. Et c'est encore moi qui a dû fuir avec la petite parce que mon adresse a été divulguée. Je vis je suis dans mon pays, je suis en France, dans mon pays, et je me sens pas en sécurité. Pour moi, mes enfants et moi, nous ne sommes pas en sécurité ici. Et si je m'en vais avec la petite, c'est moi qui suis inquiétée. C'est moi à qui on va dire vous avez enlevé votre enfant, malgré tout ce qui s'est passé. Ça veut dire que quoi, vous vous sentez complètement coincé, vous avez peur, qu'est-ce qui... Je ne peux pas dormir correctement parce que le moindre bruit à l'extérieur, je le crains. Je crains que ce soit lui qui soit derrière. La vie du quotidien, c'est une catastrophe. Prendre un métro, prendre un bus, c'est se cacher parce qu'on a peur de le voir dans le coin d'une rue, dans le coin... Faire des courses, des simples courses, c'est une catastrophe. Emmener la petite à l'école. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne sais pas si déjà, emmener la petite à l'école, est-ce que je vais arriver jusqu'à l'école? Et dans un deuxième temps, est-ce que je vais la récupérer à 11h30? Est-ce qu'elle sera encore là à 11h30? Je ne sais pas. Donc, c'est pas une vie. Et on n'est pas protégé. On ne peut strictement rien faire. Juste une dernière petite question. Depuis combien de temps déjà vous êtes partis et vous ne vivez plus sous le même toit en fait? Et comment ils vous battaient? Est-ce que c'était juste à la main? Est-ce que c'était avec des objets contondants? Enfin, j'en sais rien, quoi. Je sais pas du tout. Tout ce qui lui tombait sous la main. À ce moment-là, tout ce qui lui tombait sous la main, les poings, les pieds, les genoux, c'est quelqu'un qui a fait des sports de combat. Donc c'était très facile pour lui de me mettre à terre et de me rouer de coups, même à terre. Il a une force, incroyable. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez alors? J'essayais au maximum de ne pas mourir, parce qu'il savait très bien où il fallait frapper. Donc j'essayais de mettre les mains, tout ce qui me venait sous la main pour pas mourir. Voilà. Et votre fillette, elle était témoin? La puce, elle a 3 ans maintenant. Elle était bébé à ce moment-là, elle était dans son lit à ce moment-là, dans le petit lit à côté, mais bébé, toute petite. On n'a jamais réellement vécu ensemble. Il avait des affaires chez moi. Et voilà. C'est très très difficile, très très dur. J'ai déjà mes aînés, le jour où ma fille aînée est arrivée et a essayé de s'interposer, il l'a attrapée, il l'a jetée dans un mur. Vous connaissez d'autres femmes dans votre cas? Vous en parlez ou... Non, on n'en parle pas. On essaye de rester vraiment à l'écart. Parce que au départ, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on a fait pour arriver à ça?
on se remet nous-mêmes en question. Qu'est-ce qu'on a fait pour arriver à ça? Et après, heureusement, on est entouré. J'ai été bien aiguillée, j'ai été bien envoyée sur des associations qui étaient compétentes. Ils m'ont bien expliqué que non, c'est pas vous, c'est pas votre faute. Et là, effectivement, j'ai pas encore pu discuter dans une réunion avec d'autres femmes qui sont dans le même cas, mais l'association où je vais, je sais que les femmes qui sont là-bas sont des femmes battues, malmenées. Peut-être que j'aurai l'occasion de discuter avec elles ultérieurement. J'espère du moins. Un avocat ne peut pas vous défendre s'il ne donne pas les adresses. C'est refusé, la Cour refuse à un avocat de vous défendre si vous ne divulguez pas les adresses. Un juge doit avoir des adresses. Okay. S'il n'a pas d'adresse, ça ne marche pas. Et ça, c'est une aberration. Et qu'est-ce que vous vouliez dire alors tout à l'heure? Je vous ai arrêté d'un seul coup, vous disiez il faut absolument que ça serve. Il faut que ça serve, il faut que ça change, il faut que ce soit cohérent. Il ne faut pas dire à une femme, à des enfants de partir parce que c'est inacceptable d'être battu et d'être malmené si c'est après pour les mettre dans une situation, mais je ne vais pas dire encore plus difficile parce que ce n'est pas vrai, mais vraiment c'est insupportable. C'est insupportable. C'est partir d'un côté parce qu'on est menacé et se retrouver dans la rue avec un bébé de l'autre côté. C'est inadmissible. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un vous devez partir parce que vous êtes malmené et de l'autre côté, pardon, je vais être très très crue, mais les laisser crever après. On n'a pas le droit parce qu'à ce moment-là, c'est exactement pareil. Qu'on meurt d'un côté dans la rue ou qu'on meurt quand sous les coups, c'est exactement pareil, on meurt. C'est pareil. Et pour les enfants, c'est pareil aussi. Ils vont mourir où dans la rue? Ou ils vont mourir après après nous avoir tués, nous. Il va faire quoi? Se retourner contre l'enfant? Il va le tuer lui? Sur un coup de colère? C'est exactement pareil. L'issue, elle est exactement la même. C'est pas normal. Il faut faire quelque chose avant. Et ce serait quoi ce quelque chose alors? Aujourd'hui, en France, on attend qu'il se soit passé quelque chose avant de réagir. Quand on est dans un commissariat, on nous dit, pour l'instant, c'est des paroles. Il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Si jamais il arrive, vous nous appelez, on arrivera très vite. Non, ils n'auront pas le temps d'arriver. Si un homme a décidé, ou même une femme, il y a des femmes qui sont violentes aussi, pas seulement l'homme. Si une personne a décidé d'en tuer une autre, c'est pas en décrochant un téléphone, en appelant police secours, qu'on va échapper à une balle ou qu'on va échapper à quelque chose, à un coup de couteau Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On nous dit n'ouvrez pas la porte, mais quand ils défoncent les portes, on fait quoi? On saute par la fenêtre? On n'a pas le temps. Il faut faire quelque chose avant. Mais quoi? Il faut protéger. Déjà, il ne faut plus divulguer d'adresse. Il faut que quand on arrive dans un tribunal ou quand on essaye de se faire défendre, qu'on ne nous dise pas il faut divulguer, il faut donner votre adresse de là où vous êtes, sinon on ne peut pas vous défendre. Je suis en plein dedans. Ça, c'est dire à la personne qui est violente, elle est là, elle est partie, elle t'a échappé, mais elle est là. Vas-y, tu peux y aller. Ça dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il faut impérativement que la justice agisse, mais directement. Quand les plaintes tombent, quand les plaintes arrivent pour violence, il faudrait tout de suite qu'il y ait quelque chose derrière. Il ne faut pas attendre. Pour ma part, la première plainte date de 2012. On est en 2014, ce n'est pas encore traité. Il peut s'en passer des choses. Exactement, il peut s'en passer des choses, il peut arriver plein de choses entre-temps. Et
La première fois, effectivement, c'était violence aggravée avec des jours d'ITT. Ça s'est terminé avec des menaces de mort, mais d'un côté, peut-être que si on avait réagi dès la première plainte, ça ne se serait pas terminé en menace de mort. Non, ça tombe. Je disais, je me demande combien... Vous parlez de Dunkerque, en fait. Dunkerque. À Dunkerque, une femme a déposé plainte. Et suite à cette plainte, l'homme a été arrêté, mais a été relâché. Il a retrouvé cette femme. C'est facile. Il avait son adresse. Et cette femme était dans une voiture avec ses parents. Il a sorti une arme et il les a tués. Combien de femmes vont devoir subir ça? Combien? On dépose plainte, on se fait tuer ou on est en danger. On ne dépose pas plainte, il arrive quoi que ce soit. Ah mais pourquoi elle n'a pas déposé plainte? On n'est pas protégé contre d'un côté ou de l'autre, l'issue elle est la même. Exactement la même. Et vous vous demandez combien de femmes vont devoir... Combien de femmes vont devoir mourir encore? Combien de femmes vont devoir subir ça encore? Combien d'enfants vont devoir rester orphelins de maman parce que l'homme n'a pas... Enfin, on n'a pas protégé cette femme contre ce papa. Combien d'enfants vont devoir mourir aussi parce que les enfants ils meurent aussi derrière? Il y a aussi des enfants qui meurent derrière. Combien? Il va falloir quoi jusqu'à quand est-ce qu'on va devoir subir ça? C'est pas normal. Il paraît qu'en France, dans les autres pays, on dit c'est un pays formidable. Moi, je le trouve pas aussi formidable que ça. Je le trouve pas aussi formidable parce que moi, je suis de parents, de maman et de papa français. J'ai grandi ici. Voilà. Mais je suis plus en sécurité à l'étranger qu'ici. Voilà. Aujourd'hui, je me pose la question. Je me dis comment ça se fait que je me retrouve avec une enfant de 3 ans dehors à la rue parce que j'ai dû fuir les menaces de mort et les coups et les blessures. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait un testament de tutelle. Parce qu'aujourd'hui, je le dis, et je l'ai dit au juge, je l'ai dit au procureur, je sais que je ne me sortirai pas de cette histoire. Mais aujourd'hui, si je bouge, c'est pour mes filles. C'est pour qu'elles disparaissent pas, que ma fille disparaisse pas au Congo. Aujourd'hui, j'en suis arrivée à mon âge et à ce qui se passe, à faire un testament de tutelle. Pour que ma fille aînée ait quelque chose dans les mains en disant attention, maman elle a subi ça. Et la petite, elle est avec moi. Je veux qu'elle soit avec moi. Pour que mes 2 aînés, ils aient quelque chose dans les mains. Parce que ça ne bouge pas. Et à quel âge votre fille aînée? Ma fille aînée va avoir 20 ans. Elle a 19 ans, elle va avoir 20 ans. Et mon fils a 18 ans. Mon fils aîné a 18 ans. Voilà. Donc vous vous êtes presque nié, vous, pour que votre fille ait une chance de vivre, quoi. Voilà, et une chance de vivre, mais ici, pas au Congo, ici. Parce que même aujourd'hui, on me dit il faut faire en sorte qu'il n'ait pas l'autorisation de sortir du territoire avec la petite. Une personne, en parlant du papa de ma fille, sachant qu'il a utilisé 5 récipicés différents. Il a usurpé 5 identités différentes. Aujourd'hui, et sans être inquiété, hein, il n'est pas inquiété, on le fait venir au commissariat, on lui tape sur les dents en disant attention, c'est pas bien de prendre l'identité de quelqu'un d'autre, vous risquez ça, ça et ça. Il l'a fait 5 fois. Il n'a jamais été inquiété. Jamais. Il ressort de là. Aujourd'hui, vous croyez ça, enfin, sincèrement, vous croyez qu'une personne qui peut usurper l'identité de quelqu'un comme ça va utiliser son passeport et le passeport de la petite pour sortir du territoire? Du moment où il a récupéré la petite, dans l'heure qui suit, il est plus en France. Mais pas avec ses papiers à lui, avec d'autres papiers. Et quand on explique ça, on nous dit oui, mais c'est de la théorie. Il n'y a pas de pratique là. Il n'y a rien de concret.
Vous trouvez que les gens sont beaucoup trop loin des réalités de terrain, quelles qu'elles soient? Très loin, très très loin, très très loin. Je dis pas, c'est très difficile de faire du cas par cas. C'est très très difficile. Néanmoins, je crois qu'il faudrait vraiment repenser le juridique en disant attention, il faut vraiment que on voie tous les points des personnes. Effectivement, faire du cas par cas. Parce que c'est dangereux, c'est très dangereux. Moi, je le sais, aujourd'hui je le sais, et je le dis et je le répète, j'ai tout secoué partout. Et je leur ai dit à chaque fois, attention, s'il arrive sur Toulouse et il récupère la petite, dans l'heure qui suit, elle aura disparu. Et vous ne la retrouverez pas. Qui va la chercher au Congo? Parce que moi, je ne serai plus là. S'il récupère la petite, moi, je ne serai plus là. C'est que moi, je ne serai plus vivante à ce moment-là. C'est mes enfants, mes 2 aînés qui vont devoir traverser le Congo. Il est dans son pays là-bas. Elle disparaîtra. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé, ça sera terminé. Et là, qui est-ce qui va... elle fera partie elle viendra faire grossir le lot des enfants qui ont disparu et qu'on ne retrouve plus. Voilà. On ne bouge pas. La maman, elle n'est plus là. Les 2 aînés, ils sont grands. Et la petite, elle a disparu. Et on trouve ça tout à fait normal. Et on ne bouge pas. À l'heure actuelle, je n'ai aucune nouvelle des procureurs, aucune nouvelle des juges, mais de personne. Personne. On attend que ça se fasse. On attend qu'il se passe quelque chose.